Bonjour à tous, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Chaque semaine, nous retrouvons nos invités qui retracent leur parcours, qui les ont amenés à se connecter à l'autre monde et nous parlent de leurs facultés, de leurs expériences et découvertes dans les domaines qui les passionnent. Nous explorerons avec eux des thématiques comme la psychogénéalogie, le channeling, l'astrologie chinoise ou encore les thérapies aquatiques parmi tant d'autres. Et tout ça de manière très terre-à-terre bien sûr. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans cette deuxième saison du podcast Les Mondes Subtils. Et n'oubliez pas, si ce que je fais vous plaît, que vous en voulez plus et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire des dons. Le lien Hello Asso est dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi liker, mettre des étoiles et partager autour de vous. Place aujourd'hui à Dominique Jacob, une psychogénéalogiste passionnée qui nous aide à lever le voile sur les secrets et les non-dits familiaux. Comment comprendre qui je suis si je ne sais pas d'où je viens ? Dominique nous explique dans cet entretien comment les secrets de famille ont un impact inconscient sur nos vies et nos choix et comment les mettre en lumière pour une meilleure connaissance de soi. Attention, nous parlons dans cet épisode de mémoire transgénérationnelle autour du viol et de l'inceste, âme sensible, s'abstenir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Dominique, merci de m'accueillir chez toi dans cette région que j'aime tant, la Provence. Alors, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Dominique pour nous ? Oui, je suis heureuse de pouvoir partager avec toi ce qui m'anime depuis bientôt 40 ans. Alors, rapidement pour me présenter, tout d'abord j'ai été pendant des années agent général de société de prêt-à-porter de luxe. Et puis, très rapidement, c'est un métier quand même fatigant, et puis surtout un métier où on demande beaucoup d'investissement, et quelque chose qui ne m'a plus convenu à un moment donné de ma vie, où je n'étais plus en adéquation entre mes valeurs et ce que me demandaient ces grandes sociétés. Et puis, la vie, puisqu'elle est incroyablement généreuse et qu'elle nous donne toujours l'opportunité de changer, même si ce n'est pas toujours très facile, eh bien, la vie s'est chargée de me créer un choc émotionnel, c'est-à-dire à 33 ans, le décès de mon père, qui m'a fait prendre conscience que peut-être il n'y a pas qu'un travail bien rémunéré. En plus, le métier du luxe, c'est quand même quelque chose, un peu, c'est le paraître. Hein. Et moi, j'avais un peu envie d'aller vers l'être que le paraître. Eh bien, j'ai été entendue, puisqu'on m'a mis à pied pour changer de structure commerciale. Et évidemment, à l'époque, je l'ai vécu un peu difficilement, mais en même temps, avec le recul, je me suis rendu compte que c'était la solution parfaite. Et à ce moment-là, évidemment, j'ai fait un burn-out. Et de ce burn-out, on est sorti le fait que les personnes qui m'ont aidé m'ont fait prendre conscience combien il était intéressant d'aller regarder d'où l'on vient pour aller où on va. Et c'est ainsi que j'ai commencé à travailler la psychogénéalogie, d'abord, les constellations familiales ensuite, pour aller aussi vers une autre notion qui est le décodage biologique, c'est-à-dire la compréhension des maladies à travers l'histoire familiale. Et pourquoi la psychogénéalogie ? En fait, comment c'est arrivé ? Est-ce que c'est parce que tu te posais des questions par rapport à ton papa ? C'est arrivé comment ? D'abord pour m'aider moi, parce que j'étais quand même en souffrance. Et j'ai rencontré des êtres sur mon chemin qui m'ont donné l'envie de devenir thérapeute moi-même. Et je voudrais les nommer, puisqu'il s'agit de Anne-Ancelin Schutzenberger, qui a écrit « Aïe mes aïeux », d'une part. D'autre part, parallèlement à cette femme assez étonnante, qui a été quand même la première à parler de psychogénéalogie, j'ai aussi suivi un homme étonnant qui s'appelle Alexandro Jodorowsky, et qui faisait aussi de la généalogie, mais autrement, à travers les cartes du tarot. Et donc, j'ai été, on va dire, élevée par ce père et cette mère spirituelle, avec des voix différentes, puisque Anne Ancelin
psychanalyste, donc une technique plus rationnelle, et Alexandre Jodorowsky, plus en tant que chaman, spiritualiste, et c'est aussi cette voie que j'ai empruntée ultérieurement. Alors effectivement, moi je suis fille unique, je n'ai pas d'oncle et tante, je n'ai pas connu mes grands-parents, et mes parents étaient assez peu bavards sur l'histoire familiale. Donc effectivement, en rencontrant une femme comme Anne Ancelin et comme Jodorowsky, ça m'a interpellée de me rendre compte que je connais finalement très très peu l'histoire de ma famille. Donc c'est ce qui m'a donné envie d'investiguer. Ouais, t'avais envie d'en savoir plus. Oui. Je pense que quand on a ces burn-out ou j'appelle ça un réveil spirituel au début de la trentaine, là, l'âge de l'éveil, il y a toujours la grosse question de mais en fait qui je suis, qui suis-je? Et est-ce que tu penses que savoir qui on est, enfin arriver à répondre à cette question-là, la question de d'où vient-on, ça fait partie de ce truc-là. Ma question n'est pas française, mais je crois que tu m'as compris. Oui, tout à fait. Tout à fait. On ne peut pas aller de manière consciente vers sa vraie nature, sa vraie vie, si on ne comprend pas d'où l'on vient. Donc, j'aime à dire souvent que plutôt que d'apprendre l'histoire de Pépin le Bref à l'école, on ferait beaucoup mieux d'apprendre à savoir quelles sont nos racines, quelle est l'histoire qui est sous-jacente à notre propre vie. Parce que, effectivement, on va se rendre compte que rien ne se perd, que tout est transmis et que si on ne comprend pas ce que l'on porte vraiment réellement, on ne peut pas s'ouvrir à sa vraie réalité. C'est impossible. En tant qu'être humain, nous sommes finalement des frères et sœurs. Oui. Nous avons tous et toutes la même histoire, finalement, avec quelques différences près, mais en fait, c'est l'histoire de l'humanité. Et donc, sa vie est, comment dirais-je, ponctuée d'histoires qui n'ont pas été ni connues, ni comprises, ou ni réglées. Chaque enfant est dépositaire d'une partie de l'histoire en fonction de son prénom, de sa date de naissance et de sa place dans la fratrie. Ça veut dire que chacun, dans la famille, est missionné pour libérer quelque chose qui n'a pas été ni compris, ni gris, ni réglé. Et il faut savoir que l'enfant est dépositaire de l'histoire essentiellement des grands-parents. Alors, en fait, ça se fait par pliage. L'idée, c'est que nous sommes la quintessence de la 5e génération. Okay. Chaque enfant est la quintessence de la 5e génération. Donc, l'idée, c'est de remonter aux arrière-grands-parents. Et donc, les arrière-grands-parents impactent l'histoire familiale des grands-parents et les grands-parents impactent l'histoire des petits-enfants. Très rapidement, lorsque je lis un arbre, c'est les premières choses que je vais regarder. Les prénoms, les dates, les places. C'est ce que j'allais demander. Toi, tu fonctionnes comment ? C'est quoi ta méthodologie ? C'est quoi tes outils ? Alors, on va monter ce qu'on appelle le génosociogramme. C'est-à-dire qu'on va monter, donc, on part du premier descendant, c'est-à-dire le petit enfant. Puis, on monte à sa fratrie, puis à celle des parents, avec les oncles et tantes, les grands-parents, avec leurs frères et sœurs, et les arrière-grands-parents, avec leurs frères et sœurs. On va regarder d'abord la place. La place, ça veut dire quoi ? Si on se pense, si on n'est évidemment pas enfant unique, si on se croit numéro 1 ou numéro 2 ou numéro 3, ce n'est pas toujours le cas. Là aussi, il va être important d'aller regarder, parce qu'il y a souvent des secrets de famille, par exemple, papa ou maman ont eu un enfant avant, mais ne l'ont pas reconnu, par exemple. Et donc, on va se trouver en position numéro 2 plutôt que numéro 1. Et les fausses couches aussi, c'est pareil ? Les fausses couches aussi, les IVG,
les enfants mort-nés, les œufs clairs aussi. C'est les 4 aspects. Donc, il va être important de mettre une place juste. La première chose que je vais regarder quand une personne vient me voir en me disant « je n'arrive pas à trouver ma place dans l'univers, dans mon travail ou dans ma vie », c'est de regarder si elle est bien à la juste place. Lorsqu'il y a une fausse couche, ce qui va être important, c'est de le nommer, cet enfant qui n'est pas venu. Car, on le sait, dans la Bible, au commencement, il y a le verbe. Donc, si on ne nomme pas cet enfant qui n'est pas venu, on ne peut pas prendre toute sa place. Et en fait, ça s'appelle le complexe du survivant. Ce qui est aussi intéressant, c'est, par exemple, quand in utero, une femme va avoir 2 embryons, mais qu'il n'y en a qu'un seul qui va naître, eh bien, celui qui va naître va être aussi en difficulté par rapport à sa place et sa vie. D'accord. Donc, on va nommer aussi le jumeau. Et ce qu'on le regardera aussi, ce qui va permettre aussi de comprendre ce qui se joue, c'est que ultérieurement, on va choisir des hommes dans sa vie, si on est une femme, qui est son jumeau que l'on a perdu in utero. Oh. Systématiquement. Et donc l'idée, c'est une fois qu'on va avoir nommé le jumeau, qu'on lui avoir donné une place dans l'univers, alors on n'aura plus besoin d'aller chercher son jumeau symbolique dans la vraie vie. Et conclusion, on pourra alors faire sa vie effective. On ne cherchera plus son frère. Quand tu dis, j'ai une question peut-être un peu bête, quand tu dis nommer son jumeau, c'est littéralement lui donner un prénom. Tout à fait. Tout à fait. Car le prénom donne une identité. Et d'ailleurs, le prénom, il n'est absolument pas fortuit. Moi, dès qu'on me donne un prénom, 2-3 prénoms, je connais l'histoire dans sa totalité. Je donnerai l'exemple, mais je vais donner le mien. Fille unique, certes, mais j'ai été élevée avec des frères et sœurs, symboliques. C'est-à-dire, pardon. Ma mère et mon père ont accueilli chez eux des enfants qui n'avaient ou pas de père ou pas de mère. D'accord. Une de mes sœurs de lait, en quelque sorte, s'appelait Brigitte. Brigitte, c'est le brie du gîte, la cassure du gîte. Bien. Mon père s'appelle Bernard. Moi, je m'appelle Dominique. Or, dans le système, ça veut dire que dans l'histoire familiale, il y a une rupture. Brie du gîte. Bernard, c'est c'est la notion de Bernard l'ermite. Hein. Le Bernard l'ermite, il va dans une autre maison. Hein, il va dans la coquille de l'autre. Donc, il y a bien une histoire avec l'histoire de 2 maisons. Et on va se rendre compte que dans mon histoire personnelle, eh bien, je vais le raconter à travers une pathologie. Un de mes frères et sœurs s'appelle Claude. Claude, ce sont des mémoires d'accidents, claudiqués. Ce sont des mémoires aussi de chute. Hein. Quand on tombe, ça peut être un accident. Eh bien, la maladie que je vais mettre en place va raconter une mémoire de chute. Tout est relié. Et tu connais tous les prénoms comme ça ? Oui. Ah, c'est incroyable. Dominique, c'est domus, le toit. Hein, le dôme. Et il se trouve que dans ma pathologie, le seul petit os qui a été atteint s'appelle le toit du cotyle. Eh oui, problématique de toit. Moi, j'ai un lieu de vie en Provence, Côte d'Azur, et je suis chambre d'hôte. Je donne un toit aux autres. Rien ne se perd. Donc les métiers vont nous raconter une histoire. Les numéros de téléphone, les noms de rue, tout raconte une histoire. Dans une famille où on a par exemple une pathologie particulière qui est la surdité, je sais qu'à travers cette pathologie, j'ai la lecture d'un inceste familial. Lorsqu'il y a surdité, il y a inceste. Et du coup... Tout le temps. Je veux dire, c'est... Oui. Et comment tu l'expliques ? En fait, comment tu expliques que l'inceste mène à cette pathologie ? C'est quoi le lien ? Alors, peut-être on va reprendre la notion
médicale, hein, et la notion de décodage biologique. Ouais. La maladie raconte une histoire. Et le cerveau n'a que 4 modes pour raconter une histoire. Il va faire de la masse, c'est-à-dire que la solution parfaite du cerveau pour lui, c'est de multiplier les cellules. Et là, on va voir les cancers. L'autre versant, c'est il va faire du creux. Donc, au contraire, il va y avoir des pertes de matière. Et là, c'est les ulcères. Le troisième versant, c'est la notion de blocage. Et là, on aura les paralysies, c'est-à-dire la sclérose en plaques, par exemple, la fibromyalgie, toutes les maladies rhumatoïdes invalidantes. Et le quatrième versant, c'est l'inverse. Il va faire du déblocage. Là, on aura maladie Parkinson et tremblement essentiel. Ce sont les 4 seuls modes que le cerveau a pour raconter une histoire. Alors, moi, je vais vous raconter la mienne, par exemple. Et on va voir que les prénoms racontent la même chose aussi. Hein, je viens de dire tout à l'heure que Dominique, c'est Claude, Brigitte, tout ça, c'est des mémoires de chute. La chute, comme c'est symbolique, une chute, c'est rarement un déplacement de bas en haut. Hein. C'est de haut en bas. Et donc, on peut aussi assimiler la même chose avec les déplacements de haut en bas. Alors, voilà mon histoire. Mes grands-parents, que je n'ai pas connus, habitaient Paris. Et moi, je suis descendue dans le sud de la France, donc de Paris en Provence. Je suis descendue donc dans le sud. Première personne que je rencontre dans le sud, c'est une amie qui est chanteuse d'opéra à Nice. Or, mes grands-parents étaient chanteurs d'opéra et ils sont descendus de Paris pour aller chanter à l'Opéra de Nice. Première personne que je rencontre. Et je connaissais strictement rien de l'histoire de mes grands-parents. La seule chose que je savais, c'était qu'ils étaient donc chanteurs d'opéra, certes, que ma grand-mère s'appelait Marguerite et que mon grand-père s'appelait René. Déjà, avec le prénom de Marguerite, je savais qu'il y avait une histoire familiale reliée à la sexualité. Tous les prénoms de fleurs racontent une problématique de sexualité. C'est incroyable. En fait, c'est juste... On le lit comme un livre ouvert. Hein. Donc ça, je le savais. Ce que je savais aussi, c'est que ma mère donc, est née dans le sud de la France et que mes grands-parents, comme ils étaient chanteurs, un peu saltimbanques, l'ont remise entre les mains d'une très jolie petite jeune fille de 20 ans qui était donc une nourrice. Et ils sont remontés à Paris. Et ma mère est restée 3 ans auprès de cette nourrice dans le sud de la France. À l'âge de 3 ans, elle est remontée dans sa famille. Bien, ça, c'est l'histoire que je connais. Mais ce n'est pas celle que j'ai apprise. Et ce n'est pas celle qui m'a permis de guérir d'une pathologie invalidante lourde. Donc, en fait, à l'époque, lorsque je vais déclencher cette pathologie, qui m'empêche totalement de marcher, je suis quasiment en chaise roulante, eh bien, mes parents sont décédés puisqu'ils m'ont eu très tard. Mes grands-parents, je ne les ai pas connus, pas donc les tantes, personne, pas de frères et sœurs. Personne pour te raconter l'histoire. Personne pour me raconter l'histoire. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'il faut que j'aille chercher un drame qui s'est joué dans un déplacement de haut en bas ou une chute, l'un ou l'autre. Eh bien, le seul moyen que j'avais, c'était les constellations familiales. Après quelques jours de décision et d'intériorisation et d'intention du cœur de guérir, car ça commence là, une intention, j'ai été invitée par une thérapeute et amie que je connaissais d'Aix-en-Provence à parler à un congrès de psychogénéalogie à Cannes.
Et entre deux portes, on se croise 30 secondes. Elle me dit, je fais une constellation ce week-end, je t'invite. La vie est incroyablement généreuse. Tu savais ce que c'était une constellation familiale à l'époque? Ah oui, je pratiquais déjà. Tu pratiquais, ouais. Oui. Ce que je n'ai pas dit, dans mon cheminement, il y a eu d'abord les psychogénéalogistes, mais ensuite, j'ai travaillé avec Bert Hellinger et je suis devenue constelleur. Hein. Donc oui, je savais très bien ce que c'était. Donc je suis invitée et là, je vais tirer au sort 2 fois, le samedi et le dimanche, et parce que c'était le bon et juste moment pour que je trouve mon information. Il n'y a jamais de hasard dans une rencontre thérapeutique. Et en fait, je vais apprendre une chose qui ne va m'étonner qu'assez peu. Mon grand-père, la seule chose que je savais de lui, c'était un très bel homme, mais un homme à femme. Il aimait beaucoup être proche des femmes. Et en fait, il va descendre subrepticement de Paris et il va conter Fleurette à la jolie petite nourrice. Et de cette histoire va naître un enfant adultérin. Mais quand je dis conter Fleurette, c'est un viol. Or, ma manière de marcher à moi était que je ne pouvais plus bouger les cuisses, bouger les jambes et les genoux complètement et hanches fermées. Je rappelle que la maladie est la solution parfaite du cerveau. Et donc, une femme ne peut pas être violée si elle a les jambes bloquées. Mmh. Et en fait, je vais donc apprendre l'histoire de ma véritable grand-mère. En fait, ma mère, lorsqu'elle va remonter à l'âge de 3 ans, sa mère, Marguerite, va abandonner le foyer familial, va l'abandonner elle. Et elle va partir, elle ne va plus jamais revoir sa mère, qu'une seule et unique fois. Et là, son beau-père va la violer. On a une histoire qui se répète donc à travers le viol, puisqu'on était dans le comment dirais-je, le pilier de la sexualité. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que ma pathologie va démarrer quand ma petite fille, la fille de mon fils, a 3 ans. On va voir que tout se répète dans un temps donné précis. Le cerveau va garder l'information des dates et des âges. C'est fascinant. C'est du papier à musique, à propos de musiciens. Oui, c'est du papier à musique. Donc, moi, je vais pouvoir guérir au moment où ma petite fille a 3 ans, précisément parce que c'était l'âge qu'avait ma mère dans son drame à elle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je ne vais pas prendre ça comme argent comptant. Mais cela dit, j'ai déjà une petite idée parce que dans mon système familial, en cherchant bien, toutes les femmes ont été violées. Donc l'idée, c'était d'avoir cette information-là et de savoir aussi que cette grand-mère, c'était en fait ma véritable grand-mère. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'enfant de la famille s'est noyé et l'enfant qui est remonté à l'âge de 3 ans, ma mère, n'était pas la fille de Marguerite, mais la fille de la nourrice. D'accord. Et je vais vous raconter l'histoire extraordinaire de la suite du film pour vous montrer les conséquences lorsqu'on ne connaît pas l'histoire. Donc, ma petite fille, puisque je vous ai dit, ma maladie a démarré quand ma petite fille a eu 3 ans. Quand elle est née, à la sortie d'hôpital, eh bien, on s'est rendu compte qu'on nous avait donné un autre enfant. C'est-à-dire que, là encore, le film continuait, c'est-à-dire qu'il y avait une inversion d'enfant. Mais heureusement que j'avais travaillé déjà sur tout ça, parce que du coup, on s'en est rendu compte. Hein ? Donc c'était bien la suite du film qui continuait. Ce qui va être aussi étonnant, c'est qu'à la suite de tout cela, en ayant appris donc la réalité, que ma vraie grand-mère, c'était donc la nourrice. Ce qui est étonnant, c'est que moi, j'ai été élevée par des nourrices aussi, alors que ma mère était une mère très présente. J'avais une nourrice. Hein. Ça se rejoue. La nourrice est très importante dans le système aussi. Eh bien, en fait, j'ai voulu comprendre, j'ai voulu avancer dans l'histoire, et j'ai demandé à l'univers, je me suis mis en méditation, et j'ai demandé que me soit donnée vraiment la suite
de la compréhension. À la suite de quoi, le salon de médecine douce m'a appelé et m'a demandé de venir faire une conférence. Et comme j'ai eu du monde sur le stand, je cherchais un lieu. Mais comme j'avais quitté Paris depuis des années, je n'avais pas forcément de lieu. Alors j'ai demandé à une de mes amies de Fréjus, donc du Sud, si elle connaissait un lieu. Et elle me donne 3 noms. Et là, j'entends le nom d'une femme, je ne connais pas son prénom, je l'appelle et je lui demande « Est-ce que vous pourriez me louer une salle pour travailler, pour remonter ?» Oui. Déplacement de haut en bas, je remonte. Ma petite fille a 3 ans, je remonte, même système. Et elle me dit « Oui ». Et elle me donne l'adresse. Et là, je tombe de ma chaise pratiquement dans l'immeuble de mon grand-père. La seule chose que je savais, c'est où il avait habité. C'est grand Paris, hein? Ouais, c'est grand Paris. Et voilà. Donc, la boucle se bouclait. Et à l'époque, j'étais quasiment paralysée. C'est tout juste s'il ne me fallait pas une chaise roulante. Et ce lieu était au rez-de-chaussée, comme par hasard, idéal. Et les 3 noms de rue autour, c'était le prénom de ma grand-mère, le prénom de ma mère et le prénom de ma tante. Oh, j'adore. Voilà. C'est énorme. C'est énorme. La vie est incroyable. Et la vie est incroyablement généreuse aussi. Oui. Parce que je suis allée là, j'ai pu régler. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas de hasard non plus. À cette époque-là, je rencontre une thérapeute avec qui je vais travailler pendant des années, qui s'appelle Catherine. Et il se trouve que je vais retrouver une information que l'enfant noyé s'appelait Catherine. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que toutes les maisons que j'ai pu avoir au fil des années, elles sont toutes une mare. Aujourd'hui, j'habite Tour de Mare. Ma grand-mère, Marguerite, a été noyée sur le Titanic. Or, la personne qui m'a invitée à faire ma constellation familiale, Paola del Castillo, sa grand-mère était où? Sur le Titanic. Il n'y a aucun hasard. On a vendu notre maison de famille à des gens américains. Lorsque je suis allée leur dire bonjour à la mort de ma mère, sur le fronton, ils avaient écrit « Le Titanic ». Suite du film. Rien ne se perd. En fait, il suffit de regarder la vie et de savoir comment le décoder. C'est ce que j'allais dire, c'est que je pense que... Puis même, des fois, il y a plein de synchronicités, mais en fait, c'est on juste... On ne sait pas toujours les liens. Ouais, c'est ça. C'est une question de lecture, en fait. Voilà. Et toi, ce que tu fais... Je fais juste la lecture. Tu fais juste la lecture. Tu as les outils pour lire les histoires. Oui. Ce qui est intéressant, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il ne suffit pas juste de comprendre. Connaître, comprendre, décider le changement, vraiment décider le changement, et ensuite passer à des actes de guérison, qu'ils soient d'ordre énergétique, d'ordre concret ou spirituel. Je fais les 3. Oui, parce que c'est global, en fait, c'est holistique. Oui. Ouais. Et toi, donc, du coup, Bon, maintenant, tu as cet œil, en fait, qui arrive à lire les dates, les prénoms, tous ces schémas qui se répètent, etc. Mais tu utilises aussi des outils de médiumnité que tu as, des facultés que tu as. Oui, tout à fait. Alors, mais ça recoupe totalement ce que je sais, en fait, finalement. Mais parfois, j'ai une information qui m'est donnée, effectivement, qui corrobore toujours ce que je sais sur un plan purement pratique. Et en fait, j'ai envie qu'on passe une après-midi ensemble et je vais te donner tous les prénoms que je connais de mes amis, de ma famille, pour que tu dises ces prénoms, ça veut dire ça. Alors, on a vu un petit peu la notion de sexualité, mais on peut regarder aussi la notion de travail. Lorsque on me demande de rechercher pourquoi quelque chose bloque par rapport au travail, ça peut être soit on n'arrive pas à garder son poste, soit on est sous-payé, soit on est comment dirais-je, pris sur un poste, mais on va être licencié très vite. Enfin, tous les aspects qui font... Ou alors, on gagne sa vie, mais on ne peut pas garder l'argent, par exemple. Eh bien, on va aller chercher différentes choses.
par rapport à la notion d'argent et de travail, d'abondance, on va rechercher les spoliations, les vols dans la famille, les malversations, les dettes de jeu, les dettes d'alcool, tout ce qu'on appelle les addictions. On va chercher aussi les déshéritages. Et ce que je vois le plus fréquemment possible, c'est les filiations qui ne sont pas justes. Et là, on va voir que les maladies sont complètement reliées à tout cela. Si je regarde la notion travail, par exemple, des prénoms immédiatement vont me sauter aux yeux. C'est Vincent, Eugène, Louis, Xavier. Alors, pourquoi ? Louis, c'est les mémoires de noblesse, d'accord ? Louis XIV, Louis XV ou XVI. On sait très bien que dans la noblesse, il y avait ce qu'on appelle le droit de cuissage, et que souvent, il y avait des enfants adultérins. Donc souvent, des enfants qui n'ont pas été reconnus. Avec ce prénom, ça veut dire donc que dans les différentes fratries, si on se réfère à cet arrière-arrière-grand-père qui n'aurait pas reconnu un enfant, eh bien, moi, à 100%, je vais retrouver un homme à la 3e génération qui va faire un enfant sans le reconnaître. Alors, on va se dire, c'est un vrai méchant. Non, il ne fait que répéter l'histoire de son véritable aïeul. Donc, pourquoi Eugène ? On s'en vient d'un autre gène. Vincent, on s'en vient d'un autre sang. Ouais, c'est qu'en fait, il y a une double lecture. Quoi. Il y a double lecture. C'est ça que tu appelles la langue des oiseaux ? Absolument, c'est la langue des oiseaux. Donc, ce qui va donc être intéressant et important, c'est de nommer ce premier aïeul qui n'a pas donné sa filiation. Parfois, on me dit, mais tu es une sorcière. Non, non, je ne fais qu'appliquer la loi. En ramenant cet homme qui aurait dû reconnaître son enfant, toutes les mémoires de non-reconnaissance, où on ne se légitime pas. Je fais faire des actes de guérison en faisant un blason, en retrouvant l'histoire familiale, en la faisant raconter, afin de retrouver sa filiation. En fait, c'est beau parce que c'est des histoires qui demandent à être visibles, en fait. Absolument. Et c'est pour ça que chaque enfant est dépositaire et missionné pour retrouver l'information et l'histoire. C'est un devoir de mémoire. C'est un devoir de mémoire. C'est un devoir de mémoire. Oui, mais en fait, ce qui est triste dans un sens, c'est que combien de personnes se tapent des maladies ou des choses qui se passent, ou des schémas qui se répètent, etc. Et ils comprennent rien. Ils cherchent pas à savoir. Il y a de plus en plus de personnes qui cherchent. Ouais, mais quand je pense à moi, la génération de mes parents, par exemple, personne s'intéressait à ça. Et puis, c'est sûr. Personne ne se disait, en fait, je vais aller fouiller dans des secrets de famille, parce que peut-être que ça vient là. Alors, ça vient de là. C'est assez difficile, effectivement. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport aux maladies, les 2 maladies qu'on va retrouver le plus fréquemment, là, par rapport à ce schéma-là, c'est les leucémies, les maladies de sang, sous toutes ses parce formes. que le sang n'a pas été reconnu. Voilà. Ouais. Alors, au moins grave, on aura les plaquettes, ou les problèmes circulatoires. C'est les 3 versants. L'autre versant, c'est l'alcoolisme, l'alcool. Pourquoi ? Parce que symboliquement, l'alcool, c'est un liquide rouge. Et le sang, c'est un liquide rouge. Le vin. Donc, lorsqu'il y a une problématique de filiation, il y a des problèmes d'alcool. Et des problèmes liés au sang. Donc, leucémie, circulation et tout. Ou les 2. Mais ce qu'on verra, c'est que c'est aussi chez les conjoints et les conjointes. On va retrouver la même chose chez l'autre. Alors, ça, c'est pour les filiations. Donc, ce qui est important, c'est de donner le nom et de raconter la belle histoire. Il était une fois. Actuellement, je suis en train d'écrire un livre qui commence comme ça. Il était une fois. Du conte de fées
au conte de fées. Parce que oui, c'est un conte de fées. On va raconter la belle histoire, comme elle aurait dû être. Et à partir du moment où le descendant raconte la belle histoire, il le prend à son compte. Et le conte, on peut l'écrire C-O-N-T-E, C-O-M-P-T-E, C-O-M-T-E. Hein? Donc, l'idée, c'est ça, c'est remettre de l'ordre, car la généalogie a besoin, la notion première de la psychogénéalogie, c'est mettre de l'ordre, c'est faire la balance des comptes. Et c'est pour ça que tu dis que nous, tout le monde est missionné pour mettre de l'ordre dans l'histoire familiale. Tout à fait. Alors, pour continuer la petite histoire de la filiation, donc on a les maladies sanguines, mais aussi les maladies d'alcool, mais d'une autre manière, et là on arrive à la notion de travail et d'argent. Comment ça s'appelle lorsqu'on a des problèmes d'argent? On n'a plus de liquidité. On est toujours dans les liquides. Et pour pouvoir guérir, et c'est là où mon travail intervient, c'est d'être suffisamment contagieuse avec la personne qui fait appel à moi pour qu'elle accepte la transmission, pour qu'elle accepte d'être la digne héritière de ce qui n'a pas été donné. Et je fais faire des actes symboliques d'actes notariés de récupération de biens. Et à ce moment-là, je vois des petits miracles. Tu peux nous donner un exemple? Bien sûr. Là, récemment, j'ai une dame qui, comment dirais-je, avait vraiment de grosses difficultés financières et elle devait quitter son appartement parce qu'elle ne pouvait plus subvenir. Ça faisait 7 ans. Et là, je parle de ça, c'était en plein Covid. Hein. Et cela avait 7 ans qu'elle cherchait à vendre son appartement, elle n'y arrivait pas. Elle va venir travailler avec moi et on va se rendre compte qu'effectivement, il y a une problématique de filiation avec non-reconnaissance de paternité. Donc, forcément, si on ne donne pas son nom, on ne donne pas son héritage. Je vais donc lui faire un acte notarié de récupération de biens qu'elle accepte. Et l'idée, encore une fois, ce n'est pas juste de le faire, c'est d'être émotionnellement touchée. Comme moi, j'ai guéri parce que j'étais émotionnellement touchée par le drame de ma grand-mère. Là, elle a été touchée par le fait que cet homme n'avait pas reconnu la filiation. Et donc, elle était touchée par le drame de son arrière-grand-mère. Eh bien, elle m'a envoyé un témoignage qui était extraordinaire. Elle me dit, écoute, voilà, dans les 3 jours qui ont suivi, je le vois très souvent, le 3, parce que c'est une notion spirituelle. Hein. Et elle me dit, voilà, mon agent immobilier m'a téléphoné en me disant qu'il avait 2 acquéreurs potentiels. Et l'un d'eux a dit oui au prix d'il y avait 7 ans. Voilà. Et donc, en l'espace de 3 jours, elle a vendu son appart. Ça s'est débloqué. Ça peut être aussi magique que ça. C'est fascinant, en fait. Voilà. C'est une fois que l'on comprend, une fois que l'on décide, et une fois qu'on accepte d'être dans l'affiliation et d'être dépositaire de l'histoire et de la véritable histoire, et l'acceptation du changement, alors la vie se met à son service. Et cela se produit. Mais est-ce que ça... Parce que en fait, ça veut dire que ça fait partie de l'évolution. Absolument. Absolument. C'est que les âmes évoluent en levant le voile, en fait, sur des zones d'ombre et sur des vérités cachées, et des non-dits. Absolument. Mais en fait, pour... comment dire... Il y a beaucoup d'infos, et je trouve ça dingue, mais fascinant et en même temps tellement logique. Mais donc, en gros, on est tous missionnés pour lever le voile sur les secrets, les non-dits, etc. Tout à fait. Et en fait, ce qui nous arrive dans la vie, les gens qu'on rencontre et les maladies dont on souffre, c'est juste une manière pour la vie et notre cerveau, notre corps, de dire... Regarde. C'est ça. Tout à fait. Tout ce qui nous arrive, c'est
toujours dans le but d'aller vers la vérité. D'aller vers la lumière, vérité, en fait. Voilà. Parfois, ce n'est pas toujours facile à accepter. Moi, d'apprendre que je ne suis pas dans ma filiation, par exemple. Ouais. Mais c'est magique. Ce que je n'ai pas à raconter par rapport à ma propre histoire aussi, c'est que moi, curieusement, alors que je ne connaissais pas l'histoire des 2 enfants qui étaient nés quasiment en même temps, ma grand-mère Marguerite qui met un enfant au monde et la nourrice qui met un enfant au monde, du même homme, du même père. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire, moi ? Moi, j'ai des jumeaux, bien sûr. Et en psychogénéalogie, les jumeaux, c'est au cas où on en perd un, on en fait 2. Est-ce que ce n'est pas l'histoire ? C'est incroyable. Rien ne se perd. Non, rien ne se perd. Alors, donc, on a vu un peu la sexualité, on a vu un peu les histoires de travail. Alors, encore une fois, dans quelques registres que ce soit, vraiment, le mot-clé, c'est « il n'y a pas de fatalité ». Il n'y a pas de fatalité, il n'y a que d'histoires non connues, non comprises ou non guéries. Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que, je me pose souvent, je me pose beaucoup de questions en général, mais celle-ci, elle revient. C'est bien, c'est bien. L'idée, c'est d'avoir quelques réponses. Ouais, c'est ça. Non, et puis après, c'est ta réponse, tu vois. On a tous et c'est très important, je l'ai dit souvent dans le podcast, je ne prétends pas détenir la vérité, Moi et non mes plus. invités non plus. Absolument. Ça, c'est sûr. Donc, et tout est complémentaire. Exactement. Tout est complémentaire. Donc, réincarnation, vie antérieure, tout ça, c'est OK, mais est-ce qu'on se réincarne ? Enfin, est-ce qu'on retrouve nos conjoints, des membres de notre famille dans nos vies ? Est-ce que, en fait, ça se répète ? Ou même des amis, tu sais, des fois, tu rencontres Enfin, moi, j'en ai plein des amis où tout de suite, ça a accroché, mais comme si on se connaissait depuis toujours. Ou même des mecs, des histoires d'amour aussi. Alors, ça peut être ça, comme ça peut être aussi ce qu'on appelle les atomes crochus inconscients de chaque histoire qui se retrouvent. C'est on a un des des versants. on a des points communs dans les histoires. D'accord, OK. La preuve, Paola del Castillo, qui avait sa grand-mère, c'est elle qui m'a permis d'avoir accès à mon information, mais on avait une histoire commune. Ouais. Il n'y a pas de hasard. Mais effectivement, l'autre versant, c'est effectivement que l'âme, à son moment d'incarnation, va choisir un terreau particulier familial qui va permettre d'abord, de libérer ce qui n'a pas pu être réglé en amont, dans une vie précédente, puisqu'on va quitter son corps à un moment donné avec des émotions particulières, avec certaines choses non réglées, et on va choisir effectivement un terreau familial où c'est le terreau parfait pour justement régler ça. Et effectivement, tout ce qui n'avait pas pu être réglé aussi dans le relationnel des vies précédentes va se rejouer aussi dans des retrouvailles d'âme. Oui, effectivement. Et j'ai une autre question. Ça se passe comment pour les gens qui sont adoptés ou les gens qui ne... qui n'ont pas d'histoire familiale, quoi. Je vais vous raconter justement une petite histoire à ce sujet. Là encore, puisqu'on est porteur d'une histoire, même si on ne la connaît pas, on va forcément être élevé. Un bébé qui a été adopté, il est adopté par une famille d'accueil, donc, ou une famille d'accueil ou d'adoption. Eh bien, il faut savoir que l'histoire, la famille d'accueil a une histoire commune avec l'histoire de la famille. Alors, justement, j'ai une petite histoire. Lors d'un stage à Paris, j'ai une jeune femme qui veut travailler sur la compréhension de pourquoi, dans la famille, on n'a pas voulu faire d'enfants, comment dirais-je, et on a adopté un enfant. Elle a adopté un enfant. Et en fait, on va se rendre compte que cette famille est en fait une famille, cet enfant est de famille noble, et ça s'appelle le sang bleu. Tous les enfants de cette famille avaient une maladie qui s'appelle une maladie de sang, donc.
Et elle ne voulait absolument pas reproduire le schéma. Elle a donc adopté. Et l'enfant avait la maladie bleue. Parce que, dans l'adoption, elle est allée choisir, parmi 75 millions d'enfants, celui qui avait la même histoire. Une maladie de sang. Oui. C'est incroyable. Oui. C'est incroyable tout ce qu'on fait inconsciemment. On sait tout, en fait, sauf qu'on n'a pas, la clé. Ouais, on n'a pas la conscience de ces choses-là, quoi, de nos actes. Voilà. Et l'inconscient nous emmène justement là pour pouvoir le régler. Pourquoi ? Parce que l'être humain a du mal à évoluer, tu parlais d'évolution tout à l'heure des âmes, dans une zone de confort. Il faut que ça soit malheureusement souvent dans des périodes difficiles pour nous permettre de faire ce fameux saut quantique. On va changer de ligne quantique, en fait. Ouais, mais en fait, quand tu regardes notre histoire à nous, on a toutes les deux la même histoire par rapport au burn-out et sur le moment, c'est violent. Absolument. Mais en fait, on n'y serait pas sortis de nous-mêmes, de cette zone de confort. Absolument. C'est la vie qui te pousse en disant non, allez, boum. Et au final, merci. Mais absolument. Mais merci. Comme je te racontais tout à l'heure, moi, j'ai été mise à pied de ma société dans des circonstances assez moches, sur un plan humain. Mais en fait, je suis allée remercier mon directeur bien plus tard en lui disant mais heureusement, sinon je serais peut-être encore dans mon train-train d'un métier qui finalement ne me passionnait plus. Alors que là, aujourd'hui, grâce au fait que vous m'ayez mis à pied, eh bien, je fais le métier que j'aime. Et je le fais tellement que j'ai 76 ans et que je continue avec joie, quoi. Et que je ne risque pas de m'arrêter. Parce que c'est une passion. Parce que c'est magique. C'est totalement magique. Ah oui, c'est magique. C'est là où on se rend compte qu'on est dans son plan de mission. Quand on est bien dans son histoire, que l'espace-temps n'existe pas, qu'il y a cette petite flamme, qu'il y a cette, je dirais, c'est ça, quand le cœur vibre, quand il y a une vibration particulière, on est dans son plan de mission. Je suis complètement d'accord. Et j'ai une autre question, c'est par rapport à... Je vois autour de moi, je t'en parlais un petit peu tout à l'heure avant qu'on commence l'interview, mais ça se voit dans les infos, que il y a plein d'histoires, de trucs qui ressortent en ce moment, depuis quelques années, et même autour de moi, chez mes amis, des secrets, des histoires, des non-dits, des trucs. Et je trouve qu'en ce moment, ça remonte à la surface avec une rapidité. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Il y a un truc. Tout à fait. Il y a actuellement un taux vibratoire qui s'élève de plus en plus. C'est aussi pour ça qu'il est important que chaque personne, de plus en plus, rentre dans son centre, parce que ça chahute un peu actuellement. Parce que le taux vibratoire de la Terre est en train de s'élever. Et donc, c'est aussi une possibilité d'avoir accès à ces informations. En fait, on vit actuellement une période extraordinaire. Les guides disent que si nous continuons sur cette lancée, parce qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui s'éveillent, énormément de gens qui sont accompagnés par beaucoup de personnes qui sont elles-mêmes éveillées, alors on pourrait rentrer dans l'âge d'or. Donc, au niveau de l'humanité, c'est demain matin. C'est un éternuement. Donc, moi, je suis très confiante. Certes, nous sommes dans une période qui n'est pas forcément facile à vivre, parce que justement, il y a un peu cette bataille, j'allais dire du blanc et du noir, qui est obligatoire. Mais pour moi, il ne fait aucun doute que la vibration de l'amour va prévaloir. Ça, c'est une évidence. Ouais, donc de toute façon, c'est dans notre intérêt d'aller vraiment travailler à
mettre de la lumière sur nous, personnellement, nos zones d'ombre, et sur la famille, d'où on vient. Et... Parce que nous créons, oui, nous avons créé aussi notre monde tel qu'il est. Le monde n'existe pas en tant que tel. Hein. C'est notre monde intérieur qui s'est reflété sur le monde extérieur. Donc, si on apaise son monde intérieur, si on fait la paix avec les histoires, alors on va créer un monde nouveau qui va être plus harmonieux. Et ça commence par chacun d'entre nous. Hein. Et je pense qu'actuellement, si on veut que le monde évolue, et tout cela évolue par les plans supérieurs, tout ça est bien sûr voulu, parce que l'humanité est encore à l'âge infantile, hein, encore. Mais si chacun polit son diamant, hein, eh bien, forcément, on aura une autre humanité. Et on est vraiment les artisans et les artisanes de cette nouvelle humanité qui est en cours d'évolution. Mais elle va être, effectivement, dans peu de temps, très différente. Mais ça demande un grand changement en soi. Donc, tu me disais tout à l'heure qu'en fait, tu fais des formations, c'est ça ? Qu'est-ce que tu fais exactement ? Eh bien, on a vu que dans une famille, les éléments ne sont jamais ensemble par hasard. Et pendant de nombreuses années, j'ai travaillé en individuel. Bien sûr, je peux donner des réponses en individuel, puisque, encore une fois, avec les prénoms, les dates et les places, on a parfaitement l'information. Mais au fil des années, je me suis rendu compte que le travail collectif est d'une richesse extrême, car, encore une fois, les groupes ne se forment jamais par hasard, et qu'il y a là encore une interaction entre chacun des membres du groupe. C'est pourquoi, petit à petit, j'ai commencé à faire de plus en plus de formations en psychogénéalogie, également des constellations familiales, certes, mais j'ai aujourd'hui un bébé qui me tient très à cœur, car en fait, l'idée, c'est qu'on voyage à travers le temps. Et j'ai donc appelé cette proposition de recherche « Voyage, voyage ». Et on va voyager de manière pragmatique, c'est-à-dire en psychogénéalogie, en comprenant les prénoms, les dates et les places, certes, mais aussi de manière beaucoup plus chamanique, c'est-à-dire être en reliance avec sa partie plus intuitive et pouvoir guérir à un niveau de conscience supérieur. Alors là encore, j'aimerais dire que pour moi, je ne suis pas que psychothérapeute, mais que la reliance justement à la spiritualité est d'une importance capitale, car en fait, rien peut se faire seul, et que l'impact est tout à fait différent si on se relie à ses guides et à ses maîtres. Et donc ce travail, cette approche que je fais dans ce voyage, eh bien, c'est vraiment une reliance véritable à sa connexion divine. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, grâce à ce changement de paradigme, à cette énergie particulière que la Terre nous propose, cette vibration, on peut aller beaucoup plus vite dans des capacités de guérison, hein, dans ces transmutations, en quelque sorte, énergétiques. Et c'est pour cela que je crée ces formations-là. Oui, c'est un raccourci pour aller... Voilà. Comme la vie est beaucoup plus rapide aujourd'hui, la guérison, et d'ailleurs on le sait bien maintenant, la psychanalyse, c'est un outil merveilleux il y a 70 ans, 80 ans, 100 ans, mais aujourd'hui, c'est moins d'actualité, parce qu'on nous demande, les plans subtils nous donnent des clés pour aller beaucoup plus rapidement. Ouais. Non, et puis même le temps est plus rapide. Absolument. C'est incroyable. Hein. Absolument. Le temps passe tellement vite. On a toujours dit ça, j'ai toujours entendu mes parents, mes grands-parents dire ça. Oh là là, ça passe tellement vite. Mais je trouve qu'en ce moment... Oui, il y a une accélération énorme. Il y a une accélération. Énorme. Absolument. C'est incroyable. Et c'est pour ça que ce bébé que j'ai mis au monde il y a maintenant 4 ans est totalement d'actualité, parce qu'on
on n'a plus le temps d'être malheureux. Voilà, on n'a plus le temps d'être malheureux. On a le droit d'être dans l'amour pour soi et puis l'amour pour les autres. Et pour avoir l'amour pour les autres, il faut être déjà en amour, comme disent les Québécois, avec soi. Oui, c'est beau. Merci Dominique. Merci. J'espère que vous avez aimé le témoignage de Dominique. Si vous aussi vous avez envie de dépoussiérer votre arbre généalogique et de creuser dans l'histoire de vos ancêtres, vous pouvez vous rendre sur son site dominiquejacob.fr. Le lien est dans les notes de l'épisode. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode avec Sophie, qui était directrice des ressources humaines pendant des années, tout en développant ses facultés de canalisation avec les êtres de lumière. Elle nous racontera son parcours initiatique ainsi que les dessous du channeling. Le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify et YouTube. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Crécy, qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a poussée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Éric de Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Krief des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène, Marie Sala, pour son écoute et son soutien. Et enfin, un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez, salut, à la semaine prochaine!